du génocide Bamileke, clash, commémoration des martyrs Bamileke. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un groupe de fils et filles Bamileke qui ont décidé comme ça de se réunir afin... désolé, une minute. Attendez. Je suis montée, je ne peux pas vous montrer modérer maintenant parce que je suis occupée. Oui. Je suis montée pour te demander de coder les mots parce qu'il y a les mots que TikTok bloque pas et ça va bloquer le live. Ça va te donner encore plus de restrictions. Comme le mot géno. Ok, ma. Tu vois, on était comme ça en train de bloquer encore. Exactement. Ce sont des mots qu'il faut vraiment, il faut choisir. Il n'aime pas les mots comme géno, terreau. Ce sont des mots qu'on code en fait. Même kilam, tu vois un peu, donc tu utilisais kilam, machin. Donc les mots, c'est mieux de parler même le franc-anglais en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu, il faut faire attention. Sinon, ton live sera vraiment restreint. Restreint, oui. Il y aura beaucoup de restrictions. Il faut coder. Ok, maman. Ouais, merci beaucoup, ma chérie Coco. Merci. Je redescends, mais je suis en bas. Si tu as besoin de moi, je suis là. Ok, maman, merci. Merci beaucoup. Donc, on doit coder les mots. Merci. Général Tassop. Donc, on doit coder. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Coder, c'est ça, non? C'est ça. Tu peux même parler en patois. Tu peux dire les mots là même en patois si. Oui. Donc, quand je dis qu'il y a, sachez que je parle du géno. Bon, donc, les fils Bamileke sont réunis donc pour réfléchir sur la renaissance Bamileke. Parce que quand on regarde l'état du Bamileke au Cameroun et dans le monde, c'est alarmant. Nous avons de plus en plus de fils et filles qui se retrouvent dans la diaspora parce qu'ils n'ont pas eu les opportunités qui devraient être les leurs pour réussir au Cameroun. Au Cameroun, nous avons une situation où, dans la constitution du Cameroun, on a des termes tels que allogène et autochtone, ce qui signifie que chaque fois que un Bamileke veut investir dans n'importe quel coin du Cameroun, si c'est hors de l'Ouest, il est taxé d'envahisseur et chaque 3 à 4 ans, il y a une situation où on brûle les boutiques et on nous chasse de partout. Et en plus de cela, nous nous rendons compte que nos enfants qui naissent sont de plus en plus nés dans la diaspora et c'est que finalement, quand on analyse la situation, non seulement nous parlons de la diaspora européenne, et américaine et asiatique, puisque nous avons une forte délégation en Asie, en Amérique latine, mais de plus en plus, le Cameroun lui-même est devenu diaspora pour nous, parce que compte tenu de tout ce qui se passe, tout ce que je viens d'énumérer, un enfant Bamileke qui se retrouve à Abomban est pratiquement considéré comme un étranger à Abomban. Et pour cela, donc, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et nous sommes allés juste 50 ans, 60 ans en arrière et nous nous sommes rendus compte que l'essentiel de la maltraitance que nous subissons aujourd'hui émane de cette histoire, de l'histoire de l'histoire du Cameroun. Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le Cameroun est allé à l'indépendance avec ce que j'appelle toujours son péché originel, qui est donc le géno d'une tribu qu'on a trouvée entreprenante, concurrente, et qu'on a décidé de qualifier comme gênant, comme un caillou dans la chaussure. Et donc, en 2020, lors du 49e anniversaire de l'exécution de Ernest Ouandié, nous avons dit non, il ne faut pas qu'on laisse le coup passer comme ça, il faut qu'on se prépare. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites et qu'au-delà de tout ce que je viens de dire, il peut y avoir une malédiction qui plante sur nous. Et il faut peut-être déjà sécuriser l'aspect spirituel de la chose. Quel est cet aspect spirituel de la chose? Dans la cosmogonie Bamileke, quand un individu est né,
quand un enfant est né, la communauté se propose de s'occuper de lui. Et à partir du voix bébé, quand tout le monde vient, on promet, d'abord on introduit l'enfant à la communauté, on donne le nom de l'enfant à la communauté, et la communauté s'engage à s'occuper de cet enfant pour que cet enfant grandisse dans les normes. Et quand cet enfant grandit, s'il se comporte bien, à un certain âge, évidemment, il y a des rites de passage. Il y a des rites 7 ans, des rites, les gop-bum, les gop-si, tout ce qu'on peut imaginer, pour l'aider à parcourir ce parcours, à parcourir cette vie spirituellement et dans le monde physique. Et donc, quand il réussit à atteindre un certain âge, disons 21, 22, 23 ans, et qu'il a accompli un certain nombre de choses, il revient devant ses pairs et il fait la cérémonie de la chaise, qui est une cérémonie où on reconnaît qu'il est un adulte et qu'il peut s'asseoir devant ses pairs. Et c'est comme ça donc que, si vous vous rappelez, on lui donne un chapeau, on lui donne une chaise à 3 pieds, on lui donne, on lui sert, on sert quelqu'un, n'est-ce pas, on le sert à boire dans une tonne de buffle. Et donc voilà, c'est la chaise. Mais en réalité, s'il continue, il va continuer à avoir des titres, oui, il aura des titres, et c'est comme ça que la communauté, donc, respecte son engagement. Maintenant, quand cet même individu, bon, et l'un des titres que nous connaissons tous, et ce qui est l'un des titres les plus prominents dans tous les clans babyloniens, c'est le titre de Fogwa Gabigo, le roi qui égorge et partage à la nation. C'est par exemple le titre que a eu Photo Victor pour toutes les réalisations qu'il a fait pour le peuple babylonique, que ce soit Prolais, que ce soit l'IUT, que ce soit les routes, que ce soit les communes qu'il a construites et tout ça. On lui a donné l'un des plus grands titres qu'on peut donner à un babylonique. Wow. Et donc, quand cet individu meurt, quand cet individu est aimé, et s'il a laissé une descendance, ça ne s'arrête pas là. Cette descendance a l'obligation de le reconnaître comme un ancêtre méritant. Et ceci se fait à travers une cérémonie bien particulière où, après un certain temps, on enlève la tête et on ramène dans la case sacrée. Et quand on le fait, on le consacre comme un intercédeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis à côté de Si et qui peut, parce qu'il connaît nos habitudes, nos manquements, parce qu'il a vécu avec nous et il sait exactement de quoi il est question, c'est-à-dire quel genre de problème nous avons. C'est plus facile pour nous de nous adresser à lui parce que Dieu, c'est un Dieu, le Dieu babylonique, c'est un Dieu il doit diriger tout le monde entier et il est très occupé. On ne lui adresse la parole que quand il y a une calamité excessivement grave. Et donc pour les absences de grossesse, pour l'absence de pluie, pour les semences et tout ça, on s'adresse aux ancêtres. Donc voilà un peu la cosmogonie babylonique. Okay. Bon, et donc, quand nous avons donc une lutte d'indépendance où nous avons des membres de nos communautés, des membres de nos familles qui se sont levés comme une personne pour lutter pour que nous puissions... Maman, c'est que tu veux là, je comprends pas ça. Tu t'adresses à moi? Non, ne regarde pas les commentaires pour le moment. Ça va te voser. Et donc, quand nous avons donc... On va répondre à toutes les questions après. Voilà, qui sont levés avec d'autres membres d'autres communautés, évidemment, parce que des gens ont l'impression que nous faisons une exclusivité. Non, ce n'est pas ça. C'est que nous avons une prescription spirituelle qui est propre au peuple babylonique. Bon, donc, je vais revenir à cela. Donc, nous avons des ancêtres qui sont levés, qui se sont battus, qui ont été massacrés et qui sont battus pour l'intérêt d'une nation, qui ont été témés par les colons et qui se sont battus pour l'intérêt d'une nation et qui finalement se retrouvent, on les considère comme des maquisards, on les considère comme des bandits. Pourtant, tout le monde sait qu'ils sont sortis parce que
il y avait déjà des questions de terre, des questions foncières, où on avait développé des terres, on avait développé une théorie dans les lois selon lesquelles il y avait des terres vacantes et des terres occupées. Et les terres vacantes étaient des terres qui étaient automatiquement données aux colonisateurs français et qui empiétaient sur notre domaine ancestral. Quand on sait que, avant même que on en arrive à la colonisation française et même à la création de l'UPC, le peuple bamileke s'était déjà constitué sous le vocable des unions, des syndicats, des syndicats de revendication, afin de faire valoir les abus du colonisateur français. Quand on sait que il y a des lettres qui ont été écrites avant même que l'UPC ne soit créé, qui sont allés jusqu'à l'ONU afin de faire valoir ces abus-là. Et donc, quand ils se sont battus, donc, ils ont été, on les a témés, comme je l'ai dit, et en fin de compte, le colonisateur français est venu donner l'indépendance, une indépendance, je veux dire une pseudo-indépendance à ceux qui ne luttaient pas pour, qui n'étaient pas là pour une indépendance. Ils étaient juste là, ils combattaient ceux qui voulaient l'indépendance et ils ont pris le pouvoir. Et la conséquence de cela est que ce peuple qui donc avait été identifié comme un caillou dans la chaussure, et donc il était question question de contenir pratiquement, quand on regarde 70 ans après, on se rend donc compte que ce containment, cette politique de containment est en cours. Et donc, la conséquence, c'est donc tout ce que j'ai cité, l'exode massif de notre peuple, les discriminations, dès que tu sors de l'Ouest, et même quand on regarde le partage de ce qu'on appelle l'administration camerounaise, parce qu'il ne faut pas oublier que l'administration camerounaise est le premier employeur du Cameroun. Les gens ne le savent pas. Et en tant que premier employeur du Cameroun, quand tu regardes la répartition des postes, je ne parle même pas des postes les plus élevés, je parle des postes ordinaires, dans les commissariats, partout là, ils ne sont pas là. Bon, et donc, vous vous rendez compte qu'on n'a jamais fait un recensement démographique propre, parce que le dernier qu'on a fait a été bloqué, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait une majorité qui avait depuis longtemps été n'avait pas été considérée pendant tout ce temps. Et on s'est rendu donc compte que si on déclare les résultats de recensement démographique, tout ce qu'on raconte là, c'est-à-dire l'équilibre régional tomberait, parce que s'il faut faire l'équilibre régional, la première chose, c'est il faut déterminer quelle est la population, quel est le nombre de tous les Camerounais. Je veux dire, combien de Bamileke existent, combien de Bétiers existent, combien de Bassa existent. Si on le fait, et dans un équilibre régional, comme c'est un système de quotas, si les Camerounais, si les Bassa sont 10%, et que les Bamileke sont 50%, la moindre consisterait à considérer le nombre de Bamileke et le nombre de Bassa. Et de cela, donc, si on veut faire un équilibre régional, s'il y a 10 places à pouvoir, ce n'est pas une question de donner 5 au Bassa et 5 au Bamileke. C'est une question en plus du mérite, c'est une question de donner en fonction du nombre de la population. Et donc, quand le nombre est faussé dès le début, et qu'au Bamileke, on a attribué ce qu'ils appellent le nombre sociologique de 30%. Ça veut donc dire que si le Bamileke est 60% de la population du Cameroun, on considère qu'il est seulement 30%, et ça fait donc dire que 30% de Bamileke sont d'office mis de côté, et dans les 30%, donc, il y a l'étude des dossiers, il y a un certain nombre de critères encore qui barrent le peuple bamileke. Et voilà la conséquence, voilà pourquoi nous sommes tous à l'étranger. Donc ce n'est pas magique. Et donc tout ça là participe de cette politique de containment que le Français a mis en place pour nous empêcher de nous épanouir au Cameroun. Et donc, pour revenir à la commémoration, donc, nous nous sommes dit, bon, il y a d'abord cette prescription spirituelle qui veut que un certain nombre de rites soient faits pour ceux qui se sont levés pour le bien-être de notre peuple. Et donc, au 49e anniversaire de l'exécution de Ernest Ouandjé, nous nous sommes réunis ici à Pittsburgh
Et nous avons décidé de commémorer cette mort. Mais en plus, nous avons décidé de le faire en considérant que chaque Bamileke a perdu un membre de la famille. Et donc, ce n'était pas seulement la mort de... Ce n'était pas seulement, je veux dire, le fait que le kilam de ce héros, mais c'était aussi le kilam de chaque membre de notre famille. Et il n'y a aucun Bamileke ici qui peut se mettre debout et dire, je n'ai perdu personne dans le géno du peuple Bamileke. Et c'est comme ça donc que nous avons fait la première édition en 2020. Et depuis 2020 donc, en 2021, et ça c'était pendant le coronavirus, hein, il faut que vous compreniez un peu ce qui se passait. Et donc depuis cette commémoration, nous avons eu quatre autres commémorations. Et nous allons donc vers la 6e commémoration. Et je dois quand même préciser aussi que cette commémoration, c'était non seulement une opportunité pour nous de nous réunir, de nous rassembler et de parler de ce qui nous est arrivé. C'était une opportunité pour nous de permettre à la communauté Bamileke, aux fils et filles Bamileke, de témoigner et parler de ce qui leur est arrivé, parce que il ne faut pas ignorer que pendant presque 70 ans, il y a eu comme une chape il y a eu comme une sorte d'interdiction de parler de ces choses. Vous savez que nous avons grandi avec des parents qui avaient peur de parler de ces choses. Et ça fait donc que subitement, nous nous rendons compte que avec cette plateforme que nous avons mis sur pied, les langues ont commencé à se délier. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons. Nous pensions, moi personnellement, je pensais que bon, c'était ma famille et que peut-être les autres n'avaient pas souffert autant. Mais j'ai été choqué. J'ai été choqué de comprendre l'ampleur de ce génocide, de ce géno. J'ai été choqué de comprendre la méthode utilisée. Vous vous rendez compte, par exemple, que avec ce qui s'est passé en Allemagne, avec le géno des Juifs, il était question que la France essaie de dissimuler les corps, parce que t'aimer les gens en masse comme il le faisait et les mettre dans un espace précis voulait dire que demain on pouvait revenir, ouvrir cet espace et découvrir le nombre de corps. Alors ce qu'ils ont fait, l'une des méthodes, c'était de larguer nos ancêtres dans les chutes, c'est-à-dire ils se retrouvent, ils les amènent dans les chutes, ils les attachent les mains derrière le dos, on les pousse et voilà, on met un truc dans leur tête et on les pousse dans l'eau et tout ça. Et ça fait que les corps n'étaient pas entassés à un endroit, les corps devaient devaient s'éparpiller. Et c'était ça devenait donc difficile de se retrouver dans un cadre comme le cadre qu'on voyait par exemple à Auschwitz, où on voyait des corps entassés et tout ça là. Bon, et donc, il y a eu beaucoup de choses. Je veux dire, il y a tout un archivage que nous avons commencé à la CAM pour documenter tous ces témoignages. Nous savons qu'il y a nous avons identifié, je veux dire, des fosses communes, et nous continuons à le faire, des fosses communes qui sont disséminées partout derrière dans nos villages. Nous connaissons qu'il y a des cimetières de têtes, et ces cimetières de têtes-là, ce n'est que maintenant qu'on a commencé à les découvrir. Et dans cette évolution de chercher à comprendre à travers les commémorations, nous nous sommes rendus compte que le colonisateur français connaissait la relation qui existe entre le Bamileke vivant et son ancêtre. Et il savait qu'en coupant les têtes et en les éloignant des corps et en les enterrant en secret, il coupait donc cette relation qui existe entre les morts et les vivants. Et pour cela, il attaquait notre spiritualité dans sa fondation. Et voilà, c'est des découvertes que nous avons faites à travers ces commémorations. Et donc, et la conséquence, c'est que beaucoup de villages sont tombés. Hein. Si vous regardez les villages de l'Ouest aujourd'hui et vous comparez à ce qui s'est passé, les villages qui existaient avant, vous vous rendez compte qu'il y a plein de concessions qui sont tombées. Il y a plein de successeurs qui étaient des successeurs en devenir, qui finalement ont été qui subitement ont été témés, qui ont disparu, comme ça, qui ont disparu. Et en réalité aussi, il faut se rendre compte que chaque fois qu'on disait que telle personne est tombée, directement on disait, c'est pour y là, vous avez vu sa tête est où? On a dit, c'est où? Parce que les rites sont faits sur la tête. Et comme le dit souvent le professeur Kukwa,
cette systématisation de toujours couper les têtes et conserver les têtes ailleurs ne s'est pas fait. Cette systématisation ne se retrouve nulle part ailleurs au Cameroun. C'est à l'ouest que ça s'est passé. Et ça s'est passé pour cette raison-là que je vous... à dessein, parce qu'il fallait couper le lien. Bon, donc, dans cette commémoration aussi, nous avons tendu la main aux autres peuples du monde qui ont subi des génocides. Parce que élucider un crime pareil n'était pas une chose facile. Parce que nous ne sommes pas experts en géno. Oui, nous ne sommes pas experts, nous ne sommes pas des experts, nous sommes que des survivants et les fils des victimes survivants. Et donc, il était question aussi de nous rapprocher des autres peuples qui ont subi le même sort afin d'apprendre de leur expérience, de comprendre comment est-ce qu'on peut sortir du lock-show, c'est-à-dire du traumatisme qui nous empêche de parler, de pratiquement reconstruire Bamileke qui peut se mettre debout une fois de plus contre les injustices. Et c'est comme ça donc lors de la première commémoration, nous avons eu la chance d'entrer en contact avec Dr Ngondi Kamatuka, qui est donc le représentant de l'association Génocide Herero Enama, et qui est namibien, et qui est venu à Pittsburgh. Je me rappelle, on était ensemble, non? Oui. Tu étais là. J'aime beaucoup aimé leur histoire. Leur histoire était très passionnelle, anyways, donc vraiment. Exactement. Dr Ngondi nous a fait des révélations qui pratiquement nous ont confortés dans notre compréhension des motifs du génocide. Il dit par exemple comment les Herero étaient amassés et je veux dire, on les sortait de leur village et on les poussait vers le désert de Namib désert, comme on appelle, et pour qu'ils meurent à petit feu. Il nous a même dit, il nous a fait une révélation qui est restée gravée dans ma mémoire. Une révélation selon laquelle il y a une centaine d'Herero et Nama qui ont été envoyés au Cameroun par les Allemands en 1904. Parce que vous vous rappelez qu'en 1904, le Cameroun était encore sous tutelle allemande. Bon, et donc, ils étaient en Namibie, ils étaient au Togo et ils étaient au Cameroun. Et donc, ils ont déporté une centaine de Herero à Tchang, à l'ouest du Cameroun. Et donc, si nous avons parmi nous des Herero ou des descendants de Herero, je profite de cette opportunité aussi pour lancer un appel à notre communauté afin qu'on puisse identifier dans nos villages les qui sont venus de cette manière. Et évidemment, il nous a dit que personne de ces 100 Herero n'est jamais revenu. Bon, ce qui est terrible. Bon, et donc, nous avons eu la chance aussi de faire venir un jeune homme. En fait, nous avons tous entré en contact avec un jeune homme qui était de la communauté juive et qui travaille pour le Holocaust Center of Pittsburgh. Et donc, dans nos conversations, il nous a mis en contact avec des petits-fils des survivants de l'Holocauste qui sont venus témoigner à la conférence. Et une des choses qui nous a marqué, c'est que la génération qui subit le géno, généralement ne parle pas de ça. A peur de parler de ça parce que le traumatisme est encore profond. Dans leur cas, c'était exactement pareil. Mais la génération suivante aussi, parfois en parle, mais ce n'est pas vraiment ça. Ça prend 3 générations pour commencer à sortir comme ils sont en train de sortir. Et dans notre cas, je pense que nous avons constaté que comme nous sommes la deuxième génération après le géno, en fait la première génération après le géno, et que nos parents qui ont survécu sont en train de partir, la responsabilité est encore plus grande de faire valoir ce cas, parce que sans cela, il était possible que le géno du silence prenne cours, parce que le géno du silence est même encore pire, c'est-à-dire subitement on ne sait pas ce qui nous est arrivé, nos enfants qui naissent ne savent pas. Pourtant, nous sommes la transition entre ceux qui sont partis ou qui sont en train de partir, ou ceux qui ont survécu et nos enfants. Donc, ça s'est encore posé avec acuité qu'il fallait vraiment tout faire pour accélérer la documentation, accélérer les témoignages, afin de garder quelque chose de solide
pour la génération à venir. Parce que n'oubliez pas que quand il y a du silence, c'est-à-dire personne ne parle de ce qui nous est arrivé, c'est fort probable que ça se répète demain, parce que nos enfants ne savent pas. Voilà. Bon, et donc, je prends souvent un exemple simple. Vous voyez nos sœurs, nos frères aller en Libye, et on les prend, on les met, on les arrête, et ils commencent, ils deviennent les esclaves, des Arabes. Mais la raison pour laquelle ça se répète, c'est parce qu'ils ne savent pas que au XIVe siècle, les Arabes ont traité leurs aïeux de la même façon. Voilà. Nos sœurs on les traite un peu comme ça là, dans les pays du Golfe. C'est parce qu'ils ne savent pas que le peuple bamileke est là où il est aujourd'hui. Parce que de l'Égypte antique au Tchad, je veux dire de l'Égypte antique au Soudan, du Soudan au Tchad, du Tchad à la Damawa, de la Damawa à l'Ouest Cameroun d'aujourd'hui, nous avons passé le temps à conquérir, à nous battre contre l'islamisation et l'islamisation forcée et tout ce qui vient avec. Bon, et donc si l'histoire de ces périodes-là était enseignée à la génération bamileke aujourd'hui, il n'y a pas un bamileke qui oserait aller dans ce pays-là. Oui. Et donc, c'est ça. Et donc, l'histoire du Géno nous enseigne que tant qu'on ne parle pas de cela, tant qu'on ne élucide pas, tant qu'on n'établit pas les responsabilités, les responsables, tant qu'on n'établit pas le motif, c'est fort probable que cette même histoire... On subisse encore la même chose, oui. C'est ça. Et donc, voilà donc où nous en sommes. Nous avons décidé de faire de cela. Donc, nous avons à la 6e commémoration. Donc, chaque année encore, je veux préciser que chaque année, j'étais en train de parler de ceux que nous avons invités pour apprendre un peu mieux d'eux. Et donc, après la communauté juive, donc, nous avons fait venir un autre survivant du génocide rwandais et qui est venu aussi, qui nous expliquait exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a échappé. Et donc, fort de tout cela, nous avons donc compris qu'il était nécessaire et chaque année, je pense à partir de la 3e commémoration, nous avons décidé de commencer à constituer un musée. Parce que quand on apprend l'histoire du musée qui arrive là, on se rend compte, on a l'impression que c'était une génération spontanée. Non, on a juste estimé qu'il y avait trop de documentation qu'il fallait faire voir au monde entier. Oui. Voilà. Et il fallait aussi que notre peuple le sache parce que à cause du Lok Shwo, Maureen, je ne savais pas ce qui est arrivé à ton grand-père et toi, tu ne savais pas ce qui m'était arrivé. L'histoire du laisser-passer, par exemple, beaucoup de Camerounais ne savaient pas. On ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas. Voilà, qui empêchait à un fils de l'Ouest voilà, de se balader dans son propre pays. Voilà, c'est ça. Et donc, autant de choses. Et donc, nous avons dit on avait assez d'éléments pour constituer un musée et permettre à notre communauté de voir d'elle-même ce qui lui était arrivé. Et c'est comme ça, donc, à partir de la 3e commémoration, en plus de la conférence, nous avons organisé donc une séance spéciale le samedi matin où chacun venait maintenant regarder les artefacts que nous avons commencé à constituer. À la 4e commémoration, donc, nous avons eu la chance, pas la chance, nous avons eu l'honneur de recevoir le roi Bamileke du royaume de Bawang qui est arrivé. Et non seulement il avait non seulement on avait tous ces artefacts, mais nous avons aussi construit la case sacrée Bamileke au centre du musée. Et la case sacrée dans laquelle on dispose des crânes de nos ancêtres. Et le symbole était simple. Voilà la case, notre roi. Voilà une chaise couchée. Et cette chaise couchée symbolise tous ces chefs et tous ces chefs de famille qui devaient venir à la chefferie prendre, le thème, si vous allez m'excuser, je parle de chefferie, mais en réalité, qui devaient venir au royaume prendre leur chaise pour aller succéder et reconstituer le village. Voilà leur chaise est couchée aujourd'hui. Et donc le symbole est que, il faut qu'on relève ces chaises pour que les villages reprennent, pour que les successeurs soient connus, qu'on sache où on a enterré, où la tête a été enterrée, pour que le village revive, pour que le peuple bamileke renaisse. Et évidemment, le roi étant un fils, un agent qui comprend les enjeux, a fait un discours qui est resté
je pense, Grave. comment dire cela? Un discours qui peut être constitué aujourd'hui comme le discours fondateur du musée physique du génocide Bamileke. Et donc, il a dit, Du il est allé, il a soulevé la chaise, il a dit, écoutez, cette chaise aujourd'hui, je la remets debout, et je la remets debout comme le symbole de la volonté de reconstituer tous ces villages qui ont été détruits, comme la volonté d'appeler tous ces fils qui n'ont pas succédé parce que leurs dévanciers ont été tués, ont été killés. Ça, c'est donc le symbole qu'ils peuvent donc venir à la chefferie décrocher la chaise de leur père et de ceux qui devaient succéder. Et non seulement ça, il a procédé à une inauguration symbolique, hautement symbolique, mais fort d'inspiration, en disant, j'inaugure aujourd'hui le musée. C'est peut-être virtuel aujourd'hui, mais je pense que chacun doit sortir d'ici en sachant qu'il va revenir pour un musée physique. Et c'est comme ça donc que, de par sa main, en tant que représentant et gardien de nos traditions, et en tant que représentant de tous les autres rois Bamileke qui n'étaient pas là, il a donc donné le titus pour ce musée. Et donc, cette année, donc, nous avons trouvé un endroit ici à Pittsburgh où nous avons donc transféré, parce qu'en réalité, chaque fois que la commémoration était finie, on portait tous ces artefacts-là, on les enfermait dans un storage. Et on revenait, on attendait toute l'année et on revenait encore à l'autre commémoration, on la sortait et on la présentait encore. Et donc cette fois-ci, on a dit, on va le faire de manière permanente. Et donc c'est pourquoi nous avons un musée. Et donc, cette année à Pittsburgh, du 10 au 11, nous revenons à Pittsburgh pour la 6e commémoration, parce que, comme je l'ai dit, nous avons commencé en avril. Je l'ai dit en avril, quelqu'un m'a distrait. On a commencé en 2020. En 2020, oui. Et donc, nous revenons à Pittsburgh du 10 au 11 avril, inaugurer le musée. Et non seulement tous les artefacts que nous avons, une trentaine, que nous avons fait jusque-là, nous les disposerons dans le musée. Mais en plus aussi, on ne peut pas parler d'un peuple courageux, un peuple combattant, un peuple qui s'est levé pour la vraie indépendance du Cameroun, sans parler on peut parler de ces martyrs, sans parler de l'histoire de ce peuple. Et donc, le musée est aussi un endroit où toute personne qui le visite devrait comprendre qui est le peuple Bamileke. Nous avons pour intention de schématiser. Bon, c'est pas schématiser des Camerounais. Vous dites que par utiliser l'expression, c'est que les Camerounais. Surtout que c'est associé à l'argent. Ouais. Nous avons donc pour impression de graver dans le musée, schématiser peut-être mieux, l'institution du Ndjangi, l'institution de la cotisation. Okay. Qu'est-ce que la cotisation? Il faut que quand un fils Bamileke entre, que ce ne soit pas seulement que bon, j'ai vu papa faire, qu'il soit en mesure de voir la théorie derrière les cotisations. Okay. Ouais, qu'il soit en mesure de voir ce qui se passe derrière. Et je crois que je vais profiter de l'opportunité aussi pour dire que nous tous qui avons 40 ans en montant, peut-être 30, 35 ans en montant, nous avons appris notre culture par immersion. Nous avons vu papa faire, vous avez vu maman faire. Moi, par exemple, je savais toujours les gens avec la main gauche. Quand on me salue, là, j'étends la main gauche, la main tape ma main que non, ça avait la main droite. Quand on me donne quelque chose, j'arrache seulement. La main dit non, arrête, remets-lui. Je remets, la main dit que redonne, prends avec 2 mains. Voilà, c'est comme ça que nous avons appris notre culture. Mariage, je me rappelle quand on épousait ma tante, la dernière née de ma grand-mère. Okay, je me rappelle comment les paroles symboliques. Oui, je vais dire, on se réunit le soir comme ça c'est comme ça le taper porte. Le toquer porte.
le père ou la mère ou quiconque du mari, du futur mari vient, il dit, ce matin, nous passions à côté de la maison. Bon, alors il y a deux mois, on passait près de la maison et mon fils a vu une belle rose, une belle fleur dans ton jardin. Et quand il s'apprêtait à cueillir, je lui ai dit que non, tu peux pas cueillir comme ça là. Quelqu'un arrose cette fleur, il faut aller à l'intérieur, demander l'autorisation pour cueillir cette fleur. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour voir qui a cette fleur et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une gerbe. Et tout ça là, nous avons vécu cela en grandissant. Bon, il savait aujourd'hui que nous devenons de plus en plus des enfants de la diaspora. Nous avons des enfants de la diaspora. Nous avons, je veux dire, un peuple de la diaspora. Nous avons des enfants qui sont nés ici. Mes enfants sont là. Le premier a 24 ans, le deuxième a 22 ans. Mais je suis pas sûr qu'il a déjà vu un millième de ce que j'ai. Ce que tu as vu, grandissant. Voilà. Bon, donc, comment est-ce que demain, il ne va pas venir t'amener une fille parce qu'il a rencontré la fille au cinéma? Et il va peut-être penser que si tu ne laisses pas dormir dans la maison, c'est parce que tu es méchant. Comment est-ce qu'il ne va pas penser comme ça? Et donc, évidemment, dans notre culture, ce n'est pas possible que tu rentres. Même quand vous êtes marié, c'est très, très difficile que tu rentres dans la maison de tes parents et tu dors sur le même lit avec ta femme. Quand ma tante la revenait même à la maison avec son mari dormait avec nous. Et séparément. Tout ça là, voilà, tout ça là, c'est la culture. Et donc, un autre aspect de ce que l'ACAM veut faire, c'est écrire la culture Bamileke, écrire la spiritualité de Bamileke dans une encyclopédie. Et donc le musée, c'est un centre d'archivage, mais derrière le musée, il y a toute une panoplie. Voilà, de ce qui doit être fait pour permettre... Pour regarder par exemple, je vais vous dire quelque chose de très simple. Nous avons... des Noirs américains qui sont Bamileke, qui ont été Bamileke, ont été reconnus Bamileke grâce au test ADN. Oui. On parle des gens qui ont vécu 400 ans hors de nous. Et on parle des gens qui sont dans une certaine aisance matérielle, qui n'ont pas besoin de rentrer dans ce que Trump appelle shithole. Parce que toi et moi, on est ici au States, tu sais exactement que la perception que les Américains ont de l'Afrique, c'est toujours les maladies. La saleté. Voilà. Mais il y a des Noirs américains qui ont décidé qu'ils devaient rentrer jusqu'à Bangam. Je suis là comme ça avec un particulier. Ça, il a été reconnu et anobli par le roi Bafoussam quand le roi Bafoussam était ici. Ça, Gordon. Mais je me souviens bien de lui. Voilà, il arrive pour Bangam. Et quel que soit ce que tu fais, il doit aller à Bangam. C'est-à-dire que sa tête est à Bangam. Il a déjà payé son billet d'avion, il a déjà prêté tout. Et il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça. Je pense ici à Lisa Aubrey, je pense, il y en a plein. Et pourquoi est-ce que, bon, maintenant, si nous n'existons pas et qu'il veut se reconstituer et qu'il n'y a personne qui peut pour les guider, voilà, ils feront comment? Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'y a pas un livre dans lequel il va lire et comprendre? C'est ça. C'est pour ça que nous pensons que c'est essentiel d'écrire nos coutumes, d'écrire notre spiritualité. Évidemment, la partie qui peut être écrite, parce que la spiritualité, je veux dire, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais tout le monde n'est pas capable de comprendre ce qui est en bas. Donc, il est question d'écrire le minimum. Et le reste, maintenant, même s'il faut trouver un moyen de travailler avec nos médiums pour qu'ils enseignent ceux qui sont qualifiés pour que cette transmission reste demeure. C'est une bonne chose. Donc voilà Gordon qui parle. Et donc imaginons donc nos fils qui sont nés ici et qui ont besoin de comprendre. Comment est-ce qu'ils vont comprendre? Ils n'ont pas la chance d'être témoins d'un mariage. Ils n'ont pas la chance de participer à une cérémonie de veuvage. Des danses traditionnelles qu'on fait souvent au village pour certaines raisons. Voilà. Voilà. Pour ne pas te couper, Tasso, je ne veux pas te couper, mais je voulais juste rajouter quelque chose. Parlant des Noirs américains ici qui ont été, ont fait le test d'ADN et ont découvert qu'ils sont américains, il y en a beaucoup. Et ils ne connaissent même pas comment commencer. De quel côté même se positionner pour dire qu'ils veulent voir où le Cameroun parle. Même à quelqu'un qui est camerounais, ils n'ont pas ces moyens-là. Et avec cette initiative, tout sera en ligne. Les gens vont juste aller écrire en ligne et ils auront l'opportunité de se rapprocher
d'une telle initiative, d'un tel musée où ils trouveront beaucoup plus, d'assistance. Vas-y, je ne voulais pas te couper, papa. Surtout que la nature a horreur du vide. Il y a d'autres peuples qui s'organisent. Le Ghana est en train de recevoir plein de noms américains. L'Éthiopie, au temps d'Haïlé Sélassié, il a créé un village qu'on appelle Sachamé, où tous les Jamaïcains partent, et quand ils arrivent, ils ont le terrain. Et non seulement ça, notre spiritualité, il faut le comprendre, est une spiritualité qui nous a servi tout ce temps. Et la compétition est la compétition. Et donc, si vous ne l'élaborez pas votre spiritualité pour que les autres puissent... Pardon, j'avais quelques questions. Je suis en bas. Je suis trop intéressée par le live. Maureen, je ne savais pas que tu allais faire un live pareil aujourd'hui. J'ai fait la pub hier, ma lovely. Tu n'as pas vu? J'ai passé j'ai passé Oui, j'ai vu tes annonces sur Facebook et tout, mais je ne savais pas que c'était... En fait, je suis vraiment intéressée par tout ce qui est spiritualité et tout, parce que moi, je ne pratique que ça. Je suis retournée aux sources et j'étais au Cameroun en novembre pour faire les rites et tout ça. Voilà. Et même mon fils qui est né ici, moi, je suis en train de l'introduire dans ça, en fait. Donc, il sache qu'il doit faire certaines choses. Qu'il y a certaines choses qui sont importantes pour lui et tout ça. En fait, je suis montée parce que j'avais 2 ou 3 questions à poser parce que il a parlé, par exemple, je pense que c'est pas un débat, hein, mais je voulais poser quand même quelques questions. Parce que il a parlé, par exemple, du géno de nos ancêtres. Et il a parlé du fait qu'on a substitué, donc on a move les têtes et tout, et on a mis ça ailleurs et tout ça. Et il nous a fait comprendre aussi que les chefs aussi, qui sont là aujourd'hui, doivent suivre un peu cette histoire de Géno pour nous initier, pour nous montrer le chemin et tout ça. Moi, la question que moi j'aimerais poser, étant donné que c'était à l'époque coloniale, je vais ramener ça un peu à la politique, désolé. Après, on va revenir dans la spiritualité. Étant donné que c'était fait à l'époque coloniale et que la majorité de ces chefs-là qui sont restés étaient des chefs qui ont été, entre guillemets, des collabos parce qu'ils ont été imposés par le colon. Le colon. Ce n'étaient pas des chefs légitimes en majorité parce que les chefs légitimes, généralement, étaient contre eux. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça a aussi un impact dans ce qui est de la lignée? Parce que généralement, on dit, si tu as ta lignée qui n'est pas vraiment, par exemple, dans un village, je vais prendre par exemple le village de Baham. On sait, hein, il y a eu des rumeurs, malgré les rumeurs, on sait que le chef Baham n'était pas le chef légitime, ce n'était pas lui, mais il était imposé par le colon. Est-ce que ça n'a pas un impact dans la spiritualité de ce village-là? Est-ce que si on dit maintenant qu'on retourne dans notre spiritualité et qu'on veut vraiment creuser, on veut vraiment chercher, est-ce que ça, pour que tout ça évolue, parce que généralement en spiritualité, on va dire, ce qui n'est pas à toi ne peut pas rester à toi. Est-ce que ça ne serait pas mieux que ces chefs-là qui savent, parce que je suis sûre qu'ils savent qu'ils ne sont pas légitimes, est-ce qu'ils ne pourraient pas remettre le trône aux vrais légitimes pour que les choses puissent évoluer? Parce que je me dis aussi que c'est quand même une cause de certains troubles à l'ouest bamileke, à l'ouest Cameroun, étant donné que ça rentre dans notre spiritualité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi quand même toucher un peu cette fibre-là? Parce qu'on a certes beau dire que oui, on ne parle pas n'importe comment au chef, on ne dit pas tout, mais pour commencer à réparer certaines choses, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il est en train de parler, j'espère que c'est pas moi qui Non, non, il est au travail. Vas-y. Pour éradiquer certaines choses, pour commencer, pour dire la vérité parfois, pour réparer certaines choses, on doit parfois se dire la vérité et commencer par le début. Et se dire, est-ce que celui qui est supposé être notre chef depuis des années, celui qui fait nos rites, celui chez qui, parce qu'il y a des familles aussi où il y a des successeurs illégitimes, où tu amènes les rites, et puis il le fait et ça ne marche pas.
parce que la personne n'est pas légitime, la personne n'est pas censée le faire. Est-ce que c'est pas pareil pour les chefs? Ok, Tassop, vas-y. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une très bonne question. Avant que tu ne répondes, Tassop, oui. une seconde s'il te plaît, avant que tu ne répondes. La famille, s'il vous plaît, on va faire les questions-réponses à la fin. Parce que il venait nous parler d'un projet. Et après, donc, il nous a juste donné l'historique et c'est ça alors qu'il nous amène maintenant. Tout le monde est intéressé par l'historique. Je crois qu'on va prendre toutes les questions après. Mais Lovely est ma Lovely, donc vraiment, c'est modératrice et elle connaît vraiment, elle va laisser la poser sa question et après, on va prendre les autres questions après. Soyez patient avec moi. Merci beaucoup, Tasso. Vas-y. Oui, merci. Merci pour la question. Je crois que c'est une question fondamentale parce que nous sommes en train de parler de pérennisation. On parle plus juste de valorisation. Et avant de répondre à la question, je vais quand même peut-être faire une petite sortie sur quelle est la différence entre la valorisation et la pérennisation. Nos associations ont fait un très bon travail en valorisant la culture bamileke. Dans cette valorisation, l'identité bamileke a été renforcée parce que nous savons désormais que, bon, un Tchang mange le taro et danse comme nous, qui sommes Féfé, qui parlons Féfé, qui parlons Mendumba, et ainsi de suite. Merci, voilà ce que la valorisation a fait. Similitude d'habillement, similitude dans l'économie, similitude dans la construction, dans les bâtiments, similitude dans la façon de chercher l'argent, dans le djangui et tout ça. Très bon travail. Ça, c'est ce que nos associations ont fait. Alors, comme nous pensons qu'il faut aller un peu au-delà de cela, parce qu'on peut valoriser et disparaître. On peut, pendant qu'on valorise, on disparaît, parce que le sous-bassement n'est pas là. Et ce sous-bassement, c'est ce que la CAM recherche. Bon, maintenant, la question qu'elle pose touche ce sous-bassement-là. Et je pense qu'il est question de répondre sans langue de bois. Si un bandit entre chez toi, met le fusil sur toi et te demande de commettre des gaffes dans ta maison, c'est-à-dire, je sais pas, des gaffes dans ta maison, et que tu commets des gaffes dans ta maison, quand il faut faire le bilan, qui est à blâmer? Est-ce que c'est toi, le père, qui a fait les gaffes dans ta propre maison? I'm on TikTok here. You gotta stop so I can finish this, please. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est le bandit qui est entré et qui a t'a forcé à faire les gaffes? Ça pose donc le problème de Sardina et de Tontina. Et là, quand on a réfléchi sur ce problème, évidemment, les gens parlent de roi Tontina, les gens parlent de roi Sardina. Mais en fin de compte, ce que la réalisation à laquelle la CAM est arrivée, c'est que nous sommes tous des victimes. Nous avons été tous des victimes. La première chose que le colonisateur ou le colon voulait faire, c'était de corrompre l'alternance à la tête de nos royaumes. Et mettre ceux qui sont à même de le servir. Ça, ce n'est pas comme si les rois se sont levés. Il y a toujours eu problème entre nous, succession, oui, pourquoi c'est tel, pourquoi ce n'est pas tel, ok, j'ai porté tout mon groupe, je n'ai pas m'établi ailleurs. Il y a toujours eu ça c'est clair. Mais ça n'a pas entravé le développement et l'épanouissement et la pérennisation du peuple bamileke. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce qui a entravé le développement et l'épanouissement du peuple bamileke, c'est la corruption dans l'alternance au pouvoir. Voilà ce qui a touché l'essence du peuple bamileke. Et maintenant, qui est-ce qu'on doit blâmer? Je pense que dans une catastrophe, dans un souci de remettre la pendule à l'heure, je pense qu'il faut déjà établir cela. Et en établissant cela, il est donc question d'approcher chaque village et chaque royaume avec un peu plus de compréhension, je pense. Et nous pensons à la CAM que les rois que nous invitons, bon, ok, mais donc on est au courant, on sait déjà ça, puisqu'elle pose le problème et j'essaie de le redéfinir autrement. Est-ce qu'il y a des rois donc qui sont prêts à faire le pas arrière
est-ce qu'il y a des rois qui sont prêts à corriger le tir? Voilà un peu la question que nous avons. C'est la responsabilité du peuple bamileke de résoudre ces problèmes, mais en tant que membre et fils de l'ACAM, ce que nous essayons de faire, c'est de poser le problème et laisser que notre communauté vienne y trouver des solutions. Et trouver des solutions pérennes, sans langue de bois. Et donc, nous ne définissons pas les rois en termes de Sardina. Nous, Tontina ou Sardina, nous pensons que nous sommes tous des victimes. 90% des chefferies bamileke, des rois bamileke ont été brûlés de 1948 à 1970. 90% des royaumes. Et on a attaqué ces royaumes réellement parce qu'ils résistaient. Évidemment, il y a eu des royaumes qui ont trahi et nos ancêtres ont décidé de brûler ces royaumes. Ça, il ne faut pas le cacher parce que c'était des fingons, des traîtres. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est combien de ces rois sont capables de redresser le tir. Nous pouvons faire avec tout le monde, tout en sachant que, bon, voilà, il y a un problème dans la maison. Essayons de redresser le tir et donnons la possibilité donc à chaque clan bamileke de faire son ménage. Voilà un peu notre approche. Parce que si on catégorise les rois, on dit toi, là, tu peux être avec nous, toi, tu peux être avec nous. Oui, c'est bien, c'est clair. Le roi Sokoudjou l'a dit, plus d'une fois. Qu'il y a beaucoup de rois usurpateurs, il y a beaucoup de rois qui sont là, qui n'ont pas pris, il y a un collier spécial fait en cuivre qu'ils doivent porter. Ils évitent, ils n'ont pas pris ce collier est au courant de tout ça. Mais notre approche, c'est essayer de comprendre que nous sommes tous victimes, ça c'est d'un. Ensuite, redresser le tir et dans ce redressement, donc, laisser chaque clan bamileke résoudre ses problèmes internes. Tout le monde connaît le problème qu'il y a aujourd'hui à Bangou. C'est à Bangou, non? À Bangou, oui, il y a deux chefs apparemment. Voilà, qui est mort mais comment on peut faire les rituels, comment on peut revenir à notre spiritualité si un roi déjà de notre village. C'est ça. Comment ça va aboutir? Ça ne peut pas marcher. Oui, non, c'est clair, je comprends. Mais une chose dans ça, c'est quoi? C'est que rituel constitutif est encore là et que tout n'est pas corrompu. De par cela, on sera en mesure de reconstituer tous les autres. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font comme rite n'a peut-être pas de sens parce que ce n'est pas eux. Mais éventuellement, quand on arrive au stade où ce qui est nous-mêmes reprend le dessus, les choses vont se remettre dans l'ordre. Il y a souvent un exemple que je prends souvent dans les conversations d'encyclopédie, comment reconstituer et tout ça. Vous vous rendez compte qu'il y a des villages qui ont des rites. Donc, je prends le rite, par exemple, du Torjom. Le rite du Torjom, c'est un rite qu'on utilise pour purger l'enfant. Le Torjom, c'est une herbe spéciale que les Bandinais utilisent pour purger l'enfant. Dans cette herbe-là, il y a quelque chose qui agit dans l'enfant comme une boussole. Et quand l'enfant est purgé, même s'il monte, même s'il part vivre à Alaska pendant 1000 ans, de toutes les façons, vous voyez, les Nord-Américains partent, ils vivent. 400 ans après, ils disent que si ce n'est pas Bangam, si ce n'est pas Bagam, je ne suis plus là. Et il y a d'autres clans bamileke qui ont perdu ces rites. Et quand je dis Torjom chez les Banjoun, il y a la variété de cela dans pratiquement tous les clans bamileke. Ça peut être fait par purge, ça peut être fait par blindage. Vous connaissez le blindage, là, dans le cul chevelu avec la lame. Ça peut être fait par un petit bois seulement. Mais toujours est-il que chaque clan bamileke a une version du Torjom. Et il s'avère donc que de plus en plus, nos enfants ne participent plus à ces rites. De plus en plus, il y a des clans bamileke qui ont complètement tout perdu. Vous voyez? Et le travail de l'ACAM, c'est de trouver un moyen de renforcer ceux qui ont encore cette quintessence-là pour qu'ils puissent illuminer ceux qui ont perdu une partie de ces rites-là. Parce que vous vous rendez compte que ce que nous avons, parce que ça, on peut appeler ça le baptême bamileke, hein. Ça, on peut appeler ça baptême, si vous voulez, j'utilise un terme que tout le monde connaît. Ça, c'est le baptême bamileke. Bon, on est là comme ça en compétition avec le baptême chrétien, avec le shahada ou quoi là qu'on appelle chez les musulmans, et beaucoup de nous sont confus.
Et parce que beaucoup de nous sont confus, plein de clans ne font plus cela. Pour qu'un noir américain fasse 400 ans et soit dans une opulence pas possible, et soit dans le pays le plus développé du monde, et se lève pour rentrer chez nous, pour qu'il fasse ça, il doit avoir quelque chose de fondamental en lui, qui a été transmis de ADN à ADN, et que finalement, il a une concentration. Parce que même dans sa famille, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein? C'est une question de concentration. C'est lui qui a reçu la concentration spirituelle de ces rites-là, et c'est pour ça qu'il se lève comme il se lève là. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, pour répondre à la question, autant on a des rois usurpateurs, et vraiment, je le dis dans tout le respect de notre royauté, ce n'est pas pour descendre la royauté bamileke, des rois qui ont été imposés par le colon et qui aujourd'hui sont là et parfois participent dans l'enclavement, dans l'exil, participent dans l'exil de leurs enfants sans rien dire, dans un gouvernement fantoche moribond qui sert les colons, les intérêts du colon. Autant on a des clans bamileke qui ont aussi perdu une bonne partie des rites qui sont les nôtres. Et donc, l'espoir, c'est que ce que l'ACAM est en train de faire là nous permettra donc d'utiliser la lumière que les autres ont encore en main pour éclairer tous les autres. Ce n'est pas une question de temps, parce que ça a quand même pris presque 100 ans pour en arriver où nous sommes. Il ne faut pas oublier que le roi Nello de photos a été pendu par les Allemands. Hein. On parle comme ça des années au début du XXe siècle. Je parle même du 19e siècle, en 1894. C'est là où il est pendu. Et plein de nos rois, quand on parle de Nehim en 60, avant Nehim, il y a eu beaucoup de rois qui ont eu des problèmes. Et dans certains de ces royaumes-là, il y a des gens qui ont été placés par l'administration coloniale, d'abord allemande, puis française, et même du côté anglophone, il y a des situations. Mais l'espoir, c'est que tant qu'il y a une bougie, une lumière allumée, qui donc, le roi Sokoudjou, qui donc, tel autre roi, à tel endroit, on a quand même déjà toujours l'élément. On a tous les rites. On a le rite d'intronisation, on a le LACAM qui est encore vivant, on a nos forêts sacrées, on a encore cette distance-là. Et je pense que le moment venu, il faudra juste que chaque clan donc fasse le ménage et qu'on puisse donc réinstituer l'originalité de ce que nous fûmes avant que les Européens arrivent. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour répondre à la question. Merci. J'ai une restriction. S'il vous plaît, continuez à tapoter. Ou ils disaient qu'ils ont vu quoi dans le live. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu pour le tout. Mais, pardon, tapoter, s'il vous plaît. Les gars là sont en train de vouloir couper le live. Ok. Il faut faire le truc, la contestation. Oui, je viens de faire, j'attends, ils ne m'ont pas encore répondu. Bon, maintenant, entre-temps, Taswap, parle-nous, dis-nous ce qui va se passer pendant la commémoration, l'inauguration et tout. Et on reviendra sur les autres choses après. Il y aura les questions après. Oui, on va prendre quelques questions après. Parce que moi-même, là, je vais aller, j'ai des choses à faire tout à l'heure. Donc, on pourra peut-être arranger un bon live pour discuter de cette... C'est un thème très intéressant. C'est un très bon thème. On peut faire un live, prendre un thème. Planifier ça, c'est très intéressant parce que on a beaucoup de personnes qui sont vraiment perdues, qui ne savent même pas vraiment où se situer, où se positionner. Ils veulent rentrer dans la spiritualité, ils veulent rentrer au village, mais ils sont un peu... C'est vraiment intéressant, moi je trouve. Donc on doit faire un live spécialement pour cela. Bon, mais là, attendons, laissons qu'il parle, il dit ce qu'il a dit par rapport à l'événement. Et donc, on verra si on a quelques minutes après, on peut prendre quelques questions. Merci, on se retrouve à Pittsburgh. Le vendredi d'abord, il y a la conférence. Et comme je dis, c'est la 6e conférence que nous faisons. Mais cette année, aujourd'hui, les conférences, comme je vous l'ai dit, on a invité un Namibien qui nous a parlé du génocide des Nama et des Herero. Ensuite, on a invité un Juif qui nous a parlé de l'Holocauste. On a invité un Rwandais et consorts. Mais cette commémoration que nous organisons du 10 au 11 avril à Pittsburgh, c'est une commémoration de bilan.
C'est une commémoration au cours de laquelle on va essayer de réanalyser le parcours et comprendre qu'est-ce qui reste à faire. C'est une commémoration où on aura quand même toujours un invité qui est un curateur d'un musée de la place qui va venir nous dire comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on administre un musée. Parce que n'oubliez pas que depuis la première commémoration, nous sommes dans une posture d'apprentissage pour comprendre comment les autres font. L'année passée, nous étions à 2 doigts de faire venir un membre de la communauté arménienne, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que à cause des conflits de scheduling. Bon, donc cette année, ce musée, donc je vais dire, cette conférence sera une conférence bilan pour établir le parcours. Et je peux quand même déjà vous souffler une chose, que en 70 ans, la France a passé le temps à nier qu'il n'y avait pas de génocide. Et je prends pour témoin ici François Fillon. Voilà, François Fillon, qui est le premier ministre français qui arrive au Cameroun. Je crois en 2011, on lui pose la question. Il dit, non, il ne faut pas rêver, il n'y a rien eu. Bon, et évidemment, l'ACAM est créé. Et je pense que la question a été posée parce qu'il y a quand même eu des livres fondamentaux qui ont été écrits. Et je dois rendre honneur ici au professeur Tatita, qui, avec 2 collègues historiens, ont écrit Cameroun, un livre fondamental dans la compréhension de ce que la France a fait au Cameroun de 48 à 71. Je dois aussi rendre hommage au docteur Francis Fuqua, qui, avec les femmes d'Amérique au Maquis, qui a été plagié évidemment, Merci, maman. le Maquis à Bamougoum, et bien d'autres livres qu'il a écrits ont contribué intellectuellement et académiquement à faire valoir ce génocide. Et donc, en 70 ans, donc, la France a passé le temps à nier, et subitement, donc, vous vous rendez compte que après Fillon, Hollande est arrivé au Cameroun, président français, il a commencé à dire, ah oui, il y a eu des choses, mais je pense qu'il faut qu'on s'assoie pour voir de quoi il s'agit. Et en 2020, en 2019, la CAM est créée, et en 2020, on commence la première commémoration. Et subitement, Macron dit, oui, effectivement, vraiment, je déplore les massacres et les bavures et ceci. Donc, vous voyez, une évolution dans la reconnaissance. Bon, oui, mais voilà ce que je veux faire. Je veux mettre sur pied une commission parce qu'évidemment, il faut qu'on s'assoie pour essayer de fermer les plaies et machin, truc et tout. Nous disons que, tu commences déjà à reconnaître comme ça. Un peu. Un peu. Oui, un peu. Il y a quelque chose qui se passe là. Et évidemment, en 2022, il met sur pied ce qu'on appelle la commission Macron, constituée de Blik Bassi, un musicien, artiste franco-camerounais, c'est-à-dire camerounais naturalisé français, et une historienne française qu'on appelle Karine Ramondi. Et en 2 ans, ils écrivent l'histoire de la France au Cameroun. Il la boucle avec un document de 1000 pages. Dans le document, on ne fait pas mention des fosses communes et du nombre de morts. Dans le document, la France nie son involvement dans sa participation de Ernest Ouandier. Dans le document, la France ne parle pas du napalm parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais utilisé le napalm. Bref, nous nous rendons compte que la France, donc, qui a passé le temps à nier et qui n'a rien fait en 70 ans, a dû en 6 ans accélérer le processus jusqu'à écrire un livre, jusqu'à fermer, jusqu'à rendre ça officiel. On est allé au palais de l'unité, on a signé que oui, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à manger, à boire ici. Circuler. L'affaire de la France en Afrique, de la France au Cameroun et la lutte d'indépendance, c'est fini. Voilà le document officiel. Or, Isaac. Ce qu'ils ignorent, c'est que le paradigme est bamileke cette fois-ci. Ce n'est plus le chasseur qui va raconter son histoire. Non, nous racontons notre propre histoire. Nous n'avons pas encore commencé à compter nos morts. Nous avons en ce moment au moins 17 fosses communes que nous avons identifiées.
Et nous sommes encore en train de compter. Et ils ont dit, il n'y a pas combien de morts, combien de morts ils ont aimé, il n'y a pas les raisons de pourquoi ils les ont aimés, il n'y a pas pourquoi est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont au pouvoir, alors que ce n'est pas eux qui voulaient l'indépendance, et il n'y a rien de tout ce rapport. Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en 70 ans, rien ne s'est passé, mais en 6 ans, depuis l'évolution de la création de ce petit mouvement que l'on appelle l'ACAM, la France donc est venue allumer un petit feu pour empêcher que le grand feu ne prenne. Et le petit feu donc, c'est cette commission Macron qu'on a mis pour galvauder ce qui nous est réellement arrivé et éviter qu'on ne parle de génocide. Et donc, je pense que en 6 ans, il y a quand même eu une évolution et cette évolution est remarquable. Et donc, quand nous revenons à Pittsburgh, c'est pour parler de qu'est-ce qui reste à faire. Parce que n'oubliez pas que la tutelle française, le mandat français a été acquis par la Société des Nations. Et le parallélisme de forme veut que quand le dossier, c'est-à-dire avec l'archivage que les Bamileke sont en train de faire, et quand le dossier est complet et prêt, on va reprendre le même dossier, la même route qui a permis à la France d'avoir le mandat. On va rentrer aux Nations Unies, leur dire, vous avez donné un mandat au Cameroun pour que la France administre le Cameroun. Après les Allemands, ce mandat a été défavorable pour le peuple bamileke. Et parce que ce mandat a été défavorable pour le peuple bamileke qu'elle a causé au Cameroun. Et une partie de cette condamnation, qui dit condamnation dit réparation, une partie de cette condamnation va donc établir le fait que l'Ouest Cameroun que vous connaissez, qui est une région du Cameroun, et qui, au temps d'Allemands, allait pratiquement de Bakassi au littoral, à la Djibamba, est aujourd'hui la région la plus réduite du Cameroun. La région la plus réduite du Cameroun. 2 départements camerounais, la Salana-Maritime et l'Union Ekele, dépassent tout l'ouest du Cameroun, alors que l'ouest du Cameroun a 8 départements. Est-ce que c'est normal ça? Donc, nous pensons que il y a quand même eu un découpage punitif contre le peuple bamileke, c'est-à-dire le territoire qui est réduit administrativement pour nous punir, et l'introduction dans la constitution du Cameroun des éléments comme allogènes et autochtones pour nous forcer à être étrangers dans notre propre pays, et forcer une bonne partie de notre population à aller en exil. Et ça, c'est autant de choses qui vont entrer dans cette revendication-là. Donc, ce bilan, donc, va établir qu'est-ce qui reste à faire, quel est le parcours qui reste à faire pour en arriver là. Tapoter. Et aussi, comme je l'ai dit, oui, donc c'est vraiment une conférence bilan. Bon, mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, nous avons donc un expert en curatage et administration des musées, archivage, qui sera là pour nous montrer, nous enseigner un peu comment faire on administre un musée. Donc voilà ce que je voulais dire. Et donc j'appelle ici vraiment à la communauté, à toute notre communauté, de venir à cette inauguration. Ce sera un musée qui va parler de la bravoure du peuple bamileke. Tout ce qu'on dit quand on finit de raconter l'épopée d'un village, tout ce qu'on dit quand on finit la biographie d'un roi bamileke, on finit toujours par c'était un roi guerrier, c'était un bâtisseur, on va voir ça ici dans le musée. Parce que le roi est le poster. En réalité, quand on parle du roi de cette façon, on parle du clan. Et quand on parle du clan, on parle de tous les bamileke. Et donc on a la capacité dans ce musée d'établir un poster géant de ce qu'est un bamileke, l'histoire de la bravoure, l'histoire du rassembleur, l'histoire du bâtisseur sera vue dans ce musée. Donc voilà ce que je voulais dire pour dire. Et donc tout le monde doit être là parce que c'est un musée qui nous appartient à nous tous. Mais aussi avant que je ne finisse ce volet, je veux aussi dire que à Pittsburgh, non seulement il y aura un musée permanent du génocide bamileke, mais nous sommes en train de travailler sur un musée itinérant qui partira donc de Pittsburgh chaque 3 mois, ou en fonction de la volonté des différents groupes, des différentes associations bamileke, qui partira donc de Pittsburgh
pour aller être hébergé où notre peuple est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aura un musée, il y aura un musée permanent, mais il y aura aussi un musée qu'on pourra mettre en route. C'est-à-dire que si la communauté, let's say, Bafang, la communauté Bafang de Paris veut héberger le musée, tout ce qu'il faut faire, il y aura une sorte de... on va établir une sorte de fiche qu'ils doivent remplir, et cette fiche doit établir, est-ce qu'il y a un lieu? Oui, il y a un lieu. Est-ce que le lieu est sécurisé assez? Oui, c'est sécurisé. Est-ce que votre association a au moins un an d'âge? Oui, notre association a au moins un an d'âge. Ok, voilà. Est-ce que vous pouvez prendre en charge au moins les frais d'envoi? Parce que nous allons pouvoir récupérer sans problème à la charge de la communauté Bamileke. Ok, vous pouvez le faire. Ok, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un moyen de déporter le musée, ce musée itinérant dans cette localité. Ça peut être, s'ils pensent qu'ils peuvent le faire dans la librairie de la ville, ils le mettront dans la librairie de la ville pour 1 mois, pour 2 mois, en fonction du contrat qu'ils ont avec le musée. S'ils pensent qu'ils vont le mettre chez Mama Paulina, qui a la plus grande boutique des mères Bamileke de la ville, et que Mama Paulina a un espace dédicacé, sécurisé, où on peut héberger un musée, on le mettra là. Toujours est-il que ce musée doit aller dans nos communautés. Si ça part de France et que le Canada dit que oui, nous voulons l'héberger parce que c'est par exemple peut-être la journée de Black History Month et nous voulons faire cela peut-être à l'université d'Ottawa ou à l'université de Toronto et qu'il faut un espace, on a l'espace et que l'université nous donne le temps de le faire. Ça va partir de Paris pour Toronto, ça peut aller de Toronto, ça va peut-être au Texas et c'est comme ça donc que notre musée peut roter. C'est un musée. Oui, qui va roter. Ah, ok, wow, ça c'est une très belle idée, hein, je pense. Ok, donc, dis-nous encore, donne-nous encore les dates exactes. Et pour ceux qui voudraient se rendre à Pittsburgh, effectivement, pour faire la connaissance, regarder ce musée, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? L'accommodation, les frais et tout ça. C'est ça, oui. Il y a d'abord des frais de contribution. Ce n'est pas le ticket. Comme je veux dire, le paradigme romain dit que bon, voilà, avant d'entrer, voilà l'argent qu'il faut payer. Non, mais quand tu viens au deuil, il y a des frais de contribution. Et nous sommes vraiment dans un paradigme bamileke. Exact, je te prends dans une minute. C'est ça, compte tenu de tout ce que nous avons, tout ce qui est engagé, les salles, la nourriture, vous ne pouvez pas aller au deuil sans manger, sans boire. Il faut une contribution de $100 et de $150. Bon, et voilà, le vendredi à partir de 14h, commence la conférence internationale sur le génome Bamileke. Et cette conférence donc, aura lieu ici. Je l'ai dit, ce sera une conférence bilan qui va établir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Et au cours de cette conférence aussi, on va faire venir un expert en curatage, un expert archiviste qui va nous enseigner les techniques de conservation et tout ce que